Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une critique de l'épisode numéro 4 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Cet épisode s'intitule La Grande Vague. Alors, pareil, ici on retrouve, comme pour l'épisode précédent, des histoires différentes. Donc ce coup-ci, on verra pas du tout toute l'histoire de Nori et de Sadok dans le Revagnon. Donc dans cet épisode-là, on ne voit pas ce qui se passe. On va commencer d'abord avec la première histoire. Donc on se retrouve donc à Numénor, si vous vous en souvenez, Numénor, l'île qui est à l'ouest des Terres du Milieu. Et ici, première scène qu'on voit, c'est Tarmiriel qui est en train de bénir les nouveau-nés de Numénor. Et en fait, il va y avoir une espèce d'énorme vague qui va tout détruire en fait, et on se rend compte qu'en fait c'est un cauchemar ou une vision qu'elle a pendant qu'elle dort. D'un autre côté, on a donc Galadriel qui, elle, veut toujours essayer donc, de trouver une solution pour repousser les forces du mal, donc Sauron et compagnie. Et elle va aller directement vers Tarmiriel pour lui demander son aide. Évidemment, Tarmiriel, elle est un peu tiraillée. On ne sait toujours pas trop de quel côté elle penche, si des côtés des humains, enfin en tout cas de anti-alliance avec les elfes ou alliance avec les elfes. Elle est un petit peu entre deux sièges. Et du coup, Galadriel va essayer de la convaincre, mais malheureusement, Tarmiriel dira que non, qu'il est hors de question que les Numénoréens s'allient aux elfes, les humains, les Édins. Et donc, voilà. Mais, du coup, juste avant que Tarmiriel parte, il y a Galadriel fait bon, puisque vous ne voulez pas, moi je sais très bien qui c'est qui va vouloir, ce sera votre père Tar-Palantir, qui, je vous le rappelle, est quand même un allié des elfes. Il a toujours été pour l'alliance des elfes avec les hommes. Et du coup, la Tarmiriel va un petit peu se vexer, on va dire ça comme ça. Dans un premier temps, on va croire qu'elle se vexe et elle va enfermer Galadriel dans une geôle aux côtés de Halbrand. Je rappelle qu'il est aussi en prison pour sédition. Donc, c'est un petit peu insubordination auprès de la reine. Donc après, on a aussi l'histoire des Ariennes. Je le rappelle, les Ariennes, c'est la demi-sœur d'Isildur et Anarion, fille d'Elendil, qui est là, mais qui, comme je l'avais un peu dit précédemment dans la critique précédente, elle sert pour l'instant pas à grand chose, elle amène rien. Elle allie, l'espèce de lien qui commence à se créer un petit peu avec Kemen. Kemen est donc le fils de Pharazôn, chancelier de Numénor. Et voilà, les deux ont été créés pour cette fiction pour le coup. Et là, il y a une espèce, je peux presque dire une histoire d'amour entre les deux, mais par un corps. Mais c'est pas très intéressant. Pharazôn, lui, comme tout bon politicien qui se veut proche du peuple, essaye vraiment de convaincre les gens. Donc on voit qu'il est vraiment anti-alliance avec les elfes. Il essaie de convaincre la population que les humains, il faut qu'ils soient entre eux, que les elfes vont venir, entre guillemets, encore une fois comme un politicien, piquer le travail des humains puisqu'ils sont immortels, qu'ils sont éternellement jeunes, qui ne dorment pas, etc. Donc il est vraiment, on voit que Pharazôn, il est là pour vraiment attiser une espèce de conflit entre les elfes et les hommes. Donc voilà pour Pharazôn. Elendil ici, il ne sert pas à grand chose, il faut dire les choses comme elles sont. Et Isildur, alors lui, je vous en souvenez, je vais en parler, il est devenu un peu marin, c'est un moussaillon. Et puis à un moment donné, il est sur un bateau, puis comme dans les épisodes précédents, il entend une voix qui l'appelle, Isildur. Alors, est-ce que c'est sa mère, on apprend qui est décédée, qui l'appelle? Est-ce que c'est ses pensées? Est-ce que c'est une vraie voix? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il fait une bêtise sur le bateau, et lui et deux de ses camarades sont, entre guillemets, renvoyés de l'équipage, puisqu'ils ont commis une faute sur le navire. Donc voilà. Isildur, c'est un petit peu ça. Finalement, à un moment donné, il y a des gardes qui viennent chercher Galadriel, puisque finalement Tarmiriel prend la décision de la renvoyer sur la terre des elfes. Et au moment où ils viennent l'escorter pour l'amener sur le navire, Galadriel réussit à maîtriser les gardes et à les enfermer. Elle maîtrise Pharazôn qui est en compagnie de ces gardes-là, et elle se rend directement dans la tour de Numénor, qui, je vous le rappelle, contient, à l'intérieur il y a le roi Palantir. Et quand elle va arriver, elle va se retrouver face à face avec Tar-Palantir et Tarmiriel qui savait que Galadriel allait arriver. Et là, elle lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi votre père voulait être avec les elfes et vous ne voulez pas. J'arrive pas à comprendre votre délire. Et là, en fait, on va découvrir un objet qui est assez familier à ceux qui ont vu surtout le Seigneur des Anneaux. On va découvrir que Tarmiriel, au sommet de cette tour, il y a un Palantir qui est une pierre de vision. Et dans cette pierre de vision que Galadriel va toucher, elle va voir
de nouveau cette vague avec l'arbre le blanc qui, enfin voilà, il perd ses pétales blancs là, et une vague qui envahit tout Numénor. Donc en fait, Galadriel, elle comprend que Tarmiriel a peur de cette vision, elle a peur de s'allier aux elfes, elle a peur en fait, Tarmiriel, elle a peur. Et en même temps, je pense que Tarmiriel, elle est aussi un petit peu tiraillée entre la volonté du peuple, qui pour l'instant est quand même assez anti-elfe, et en même temps, elle ne sait pas trop en fait. Et on dit justement que les fidèles, en fait, ils sont super croyants auprès de l'arbre blanc. Ils disent que dès que les pétales blancs de l'arbre tombent, c'est qu'il y a un mauvais présage, c'est quelque chose de mauvais qui va arriver. Et elle, on voit qu'elle est tiraillée entre son peuple, les croyances de son père, l'arbre et tout ça. Donc finalement, Tarmiriel, elle décide de renvoyer Galadriel en terre des elfes. Et au moment où Galadriel est sur la chaloupe pour aller en direction du vaisseau qui la conduira aux terres des elfes, l'arbre blanc perd ses pétales. Et là, en fait, c'est super intéressant parce que c'est là où on voit finalement que Tarmiriel prend vraiment parti pour le coup. Et elle va décider donc en voyant ses pétales blancs tomber, d'être une fidèle, donc finalement une fidèle des elfes, une fidèle de cette alliance comme son père, d'accompagner Galadriel en terre des elfes. Et elle va demander bien évidemment à la population que ceux qui croient en elle l'accompagnent. Et il va y avoir pas mal de gens de la population de Numénor qui va accompagner Tarmiriel et Galadriel pour combattre Sauron et son armée. C'est super intéressant cette partie parce qu'enfin on sait enfin de Tarmiriel qu'elle sera comme son père, puisque c'est vraiment, et que finalement c'est l'arbre blanc qui va changer, en fait, qui va complètement la mettre d'accord sur ses croyances. Donc ça c'est super intéressant. On a une vraie alliance qui s'installe entre les elfes et les hommes, donc les Édains. Ça c'est super cool. Par contre, encore une fois, je trouvais que dans Numénor, il y avait des trucs qui servaient à rien, genre la partie aérienne avec Kemen ne sert à rien, Isildur ne sert à rien. Enfin voilà, c'est juste cette partie-là qui est très intéressante. Après, on a la deuxième histoire. Donc là, on retrouve Bronwyn et Arondir. Alors Arondir, première scène qu'on voit, c'est Arondir qui va faire la rencontre de Hadar, un petit peu le leader des orques, qui est un elfe déchu. Et en gros, Hadar va dire, voilà, en fait, vous vous trompez, en fait, entre guillemets, vous n'avez pas compris les orques, vous n'avez pas compris tout ça. Et du coup, il va dire à Arondir, je ne vais pas te tuer, je ne vais pas t'emprisonner, je vais te laisser aller délivrer un message. Sur cette scène, et ce qui est très intéressant par rapport au Seigneur des Anneaux et le Hobbit, c'est qu'on a à un moment donné, on a un orque qui est blessé, et il y a Hadar qui va aller vers cet orque, et qui va abréger ses souffrances. Et il y a le côté enterrement, on a vraiment tous les orques qui viennent prendre le corps de cet orque pour l'amener, pour possiblement l'enterrer, l'incinérer, on ne sait pas trop. Mais c'est intéressant parce que finalement, les orques, c'est pas simplement des guerriers et puis c'est tout. Il y a tout autour d'eux une espèce de culture, de tradition, comme pour les elfes, comme pour les hommes. C'est assez intéressant. On a aussi un petit peu de la tristesse parce qu'on voit que quand Hadar tue l'orque, il y a des larmes. Enfin, vraiment, l'acteur, qui est d'ailleurs l'oncle Benjen de Game of Thrones, hein, je le rappelle, qui est vraiment, il tue, il pleure, parce que c'est intéressant de donner ce côté un peu humanisant aux orques. Du coup, ça nuance un peu le côté force du mal, et puis c'est force du mal, et puis basta. Là, vraiment, ce côté nuancé était très intéressant, je trouvais. Et donc voilà, Arondir et donc quitte entre guillemets le camp qu'on appelle ça le camp de travail, quoi, là où il était emprisonné. Et puis d'un autre côté, on a Bronwyn qui arrive à Ostirith. Ostirith est donc une espèce de forteresse vigie qui se retrouve dans l'ouest du Mordor, de ce qui sera le Mordor en tout cas, des terres du sud, et avec tout le village. Et en fait, ils vont très rapidement se rendre compte que tout leur pèlerinage, en fait, ils ont gaspillé toutes leurs réserves de nourriture. Et ils disent, putain, c'est bien, on est dans le camp, mais il n'y a pas de bouffe. Il faut qu'on aille chercher de la bouffe. Et Théo, qui je le rappelle est le fils de Bronwyn, décide d'aller avec un de ses camarades chercher de la nourriture dans un village qui est proche. Et quand ils vont arriver sur place, ils vont se retrouver avec des orques. Alors son camarade va réussir à partir avec une partie de la réserve de nourriture. Théo, lui, va se retrouver enfermé dans une maison avec des orques. Et puis il va réussir à leur échapper. Mais scène intéressante, il va se retrouver face à face à un orque. Et souvenez-vous de la dague cassée qu'il avait. En fait, elle se nourrit de sang. Ça, on l'avait vu à la fin du premier épisode, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une lame, une épée. Et puis du coup, les orques ils disent, putain, mais t'as eu où ça? Où t'as trouvé ça? C'est vraiment...
C'est une épée que on voit qu'elle a une certaine importance, on a presque l'impression, ça m'a donné cette sensation que c'était un peu comme l'anneau. C'était vraiment une espèce de relique hyper importante dans les forces du mal. Et donc bon, l'orque est un peu... Voilà, donc il a le temps de se tirer, Théo, puis il se cache. Donc ils vont le chercher partout parce qu'ils savent qu'il a cette fameuse lame. Finalement, Théo réussit à s'échapper, entre guillemets, à sortir du puits dans lequel il était caché depuis un moment, et puis il se cache petit à petit. D'un autre côté, on a Bronwyn, elle, qui voit arriver le camarade de Théo seul, et dit « Mais putain, il est où Théo? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis il lui dit bah, « Il est resté en arrière. » Et donc voilà, on sait que Bronwyn va aller le chercher, forcément. Et Théo va à un moment donné réussir à presque sortir du village, et en fait, il va se faire intercepter par un orque, et là, au moment où il va se faire dégommer, il y a Arondir qui arrive, et qui le sauve des mains de l'orque. Donc, ils s'échappent, ils vont rencontrer dans la forêt Bronwyn qui, elle, venait chercher Théo. Et ils vont petit à petit s'échapper, sortir. Et voilà, et ils sortent de la forêt. Le jour se lève, les orques ne les suivent plus. Tout est bien qui finit bien. Cela dit étant, Arondir, il a un message qu'il porte. C'est que, en gros, Adar lui a dit, en gros, c'est soit vous vous alliez au Mordor, les hommes du Sud, soit vous vous alliez au Mordor, et donc à Adar, Sauron et compagnie, soit on détruit Ostirith, qui, je le rappelle, est le campement dans lequel ils sont, dans l'espèce de vigie dans laquelle ils sont. Et voilà. Donc on a un petit peu aussi là les prémices un petit peu des hommes du Sud qui vont potentiellement s'allier à Sauron, et ceux qui vont être contre lui dans les hommes du Sud. Petite scène intéressante aussi. À un moment donné, il y a, alors j'ai plus le nom du personnage, mais c'est l'épicier ou le boucher du village, chez qui Théo est allé voler ce morceau de dague. On se rend compte en fait que c'est un ancien allié de Sauron, c'est sa dague à lui, c'est lui qui la gardait, et en gros il dit à Théo, en gros il faudra bientôt que tu choisisses de t'allier, t'inquiète, tiens-toi prêt, on va bientôt pouvoir aider Seigneur Sauron, etc. En gros c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des traîtres finalement au sein de ce village. Et puis, pareil, ça m'a fait penser un petit peu, le comportement de ce mec m'a fait penser un petit peu à Gollum, ou parfois surtout Bilbon au tout début du machin. On voit qu'il est presque comme s'il était envoûté par cette dague, un peu comme Bilbon est au début du Seigneur des Anneaux, envoûté par cet anneau. Ça m'a fait penser un peu à ça. J'ai pas trouvé l'idée exceptionnelle. Alors, on sait que cette dague, elle a été forgée et faite par Sauron pour lui. En fait, c'est la dague de Sauron, c'est l'épée de Sauron. Je sais pas, ce côté très rappel à l'anneau, ça m'a paru un peu étrange. Enfin bon, bref, on verra ce que ça donnera par la suite, mais voilà. La dernière histoire, elle, on part maintenant sur le coup de Elrond et Durin, qu'on n'avait pas vu dans l'épisode précédent. Alors, très intéressant, on voit dès le départ pratiquement que les elfes finalement aident les elfes à bâtir la tour de forge. Donc ça, on voit bien. Mais il y a une espèce, pas de froid, mais il y a on comprend qu'il y a une communication entre les elfes et les nains qui sont un peu amoindris. Et Elrond, il se dit c'est bizarre quand même, moi je suis super pote avec Durin, puis je le vois pas beaucoup et tout, il est assez distant. Et donc il va aller voir Disa, il va dire à Disa, écoute c'est bizarre, ton mari, je le vois peu, il est assez distant, pourquoi ? Et Disa va lui dire, écoute non mais en fait il est parti aller chercher du quartz dans une mine, la mine de quartz et tout. Puis Elrond il va dire, non mais en gros tu te fous de ma gueule, je vois bien qu'il n'y est pas parce qu'il y a sa hache, parce qu'il y a ci et tout. Et puis, elle va lui dire, mais non, c'est juste parce que si, ça, il arrive très bien, c'est un nain, il n'a pas besoin de sa hache, il a besoin de chien et tout. Sauf que, évidemment, Elrond, mais n'y croit pas du tout, donc à un moment donné, il va se cacher, puis on va avoir une conversation entre Durin et Disa, sa femme, et Durin va lui dire merci de lui avoir menti, d'avoir dit ça, il ne sait pas que je suis dans les anciennes mines. Et là, Elrond entend cette conversation, et donc il va se diriger vers les anciennes mines, et il va réussir à y entrer, et se trouver face à face de Durin IV, donc son ami. Il dit, mais pourquoi tu mens, pourquoi tu me dis que tu es à Hogwarts alors que tu es ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fous dans les anciennes mines? Et là, le nain, donc Durin IV, va lui dire, en fait, on est en train d'extraire ça. Et en fait, on se retrouve avec du mithril, je le rappelle, pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, c'est la cotte de maille de Frodon, du mithril qui était à la base à Bilbon. Ça, c'est le mithril, donc c'est un métal hyper solide, mais en même temps super léger. Donc c'est vraiment un truc qui vaut plus que, même Durin le dit, ça vaut plus que l'or pratiquement. Donc voilà, et en fait, s'il y avait cette distance, c'est parce que justement les nains avaient peur que les elfes s'emparent de ce mithril et que ils leur le volent, et que les elfes volent le mithril aux nains. Et c'est pour ça qu'ils disaient rien.
Et justement, Elrond lui explique bien à Disa à Durin, qu'il a aucun moment il a pensé voler le mithril des nains et que voilà, il pensait qu'ils étaient amis, qu'il n'y avait aucun secret entre eux. Durant leur conversation, il y a un éboulement dans la mine de mithril, dans l'ancienne mine, et 4 nains vont être ensevelis. Et après, on a une scène où Disa fait une espèce d'appel à la roche, une lamentation, comme une espèce de lamentation. C'est un peu une musique un peu style Etherreal, je ne sais pas si vous connaissez. Genre, on a une grande chanteuse qui fait ça, c'est Lisa Gerrard. Si ça vous intéresse, allez écouter Lisa Gerrard, c'est super sympa. Et du coup, c'est en fait une espèce de prière, on va dire ça plus comme ça, pour sauver les 4 nains qui sont emprisonnés dans la roche. Ils vont être sauvés, tout va bien. Sauf que Durin III, donc le père, le roi, va décider de fermer cette ancienne mine. Il va condamner le mithril et dire on va plus y aller parce que c'est dangereux. Et lui, Durin IV, ça reste un nain. C'est quand même des gens qui sont très matérialistes, qui aiment l'or, tout ce qui est truc précieux. Hein, ça, on le sait très bien du côté. Non, les nains de Tolkien sont comme ça. Et finalement, Elrond va lui dire mais ne vous fâchez pas avec votre père, passez le temps qui vous reste, qu'il lui reste à vivre pour profiter d'avoir une relation avec lui unie et tout. Parce que justement, et là ce qui est intéressant, c'est que Elrond nous parle un peu de son père, donc Elendil, qui est pratiquement celui qui a sauvé, qui a été vraiment le héros de la dernière guerre du Premier Âge. Donc voilà, c'est vraiment, on a une petite bribe d'histoire d'Elendil, c'est très intéressant. Donc voilà, et l'épisode, enfin en tout cas cette histoire se finit un peu comme ça, tout est bien qui finit bien, l'amitié est sauvée, le père et le fils, donc Durin 3 et 4, s'allient un petit peu, c'est assez intéressant. Donc voilà, l'épisode en gros c'est ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a des très très belles scènes. Moi je trouvais par exemple il y a une prise de vue au moment donné où justement la toute première scène on voit Tarmiriel qui a sa vision où où elle bénit les enfants et que la vague envahit Numénor. On a une scène vue du haut, vraiment du haut, où on voit juste un passage et juste Tarmiriel avancer et les pétales blancs qui... Je trouve cette scène absolument incroyable, il y a des très très belles prises de vue. Après, par exemple la lamentation de Disa, moi j'adore ça, donc tout ce qui est The Real Voice et tout ça, je trouve ça super joli. Encore une fois, les décors sont très beaux, il y a quelques effets spéciaux numériques, notamment à un moment donné, on a un warg qui mange un morceau de chair, où là, tant dans l'animation que dans la qualité de la synthèse, c'était un peu bof. On a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des morceaux d'histoire qui ne servent absolument à rien pour l'instant, qui sont juste du remplissage, notamment l'histoire d'amour naissant entre Eärien et Kemen, le fait qu'Isildur soit licencié de son navire avec ses 2 potes. Voilà, il y a plein de petites scènes comme ça qui ne servent à rien. On a vraiment cette sensation de personnages rajoutés. Ça se voit en fait. Pour l'instant, les personnages rajoutés, ça se voit que c'est des personnages rajoutés parce qu'ils n'ont aucun fardeau en fait sur eux pour l'instant. Aucun. Isildur, on le sait parce qu'on connaît le Seigneur des Anneaux. Elendil, on le sait parce qu'on connaît le Seigneur des Anneaux. Mais Eärien, qui n'existe pas tout simplement dans l'univers de Tolkien, je vois pas trop quel poids elle va devoir porter. Halbrand, lui, je le trouve déjà un peu, on le voit très peu cela dit étant, mais je trouve déjà plus intéressant de se dire, ok, c'est un descendant, en fait, en gros, c'est un roi déchu des terres du Sud. Ça, c'est intéressant. Mais alors, franchement, d'avoir mis une demi-sœur à Isildur et à Anarion, ça ne sert pas à grand-chose. Kemen, fils de Pharazôn, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose. Et je sens qu'ils ne vont pas servir à grand-chose. Et c'est ça qui me dérange, les personnages ajoutés. Disa, pareil. Disa est très intéressante parce que, mine de rien, elle est la voix de la raison chez les nains, et surtout auprès de son mari. C'est elle qui tempère à chaque fois le truc, c'est elle qui... Et voilà, je trouve que Disa, elle apporte quelque chose, je trouve que Halbrand apporte quelque chose, mais je trouve qu'au contraire, Eärien, Kemen, ils apportent absolument rien du tout. Donc voilà, épisode plutôt sympa. Moi je trouve la plus grosse partie intéressante de cet épisode-là, c'est vraiment le twist, enfin entre guillemets, la décision finalement de Tarmiriel de s'allier aux elfes et donc de poursuivre le travail de son père. Ça, je trouve, c'est le truc le plus intéressant. Là, on part vraiment dans du « Ok, c'est bon, elle est avec les elfes, elle part avec Galadriel, l'aventure continue. » On n'est plus à stagner, à savoir si oui ou non. Elrond, Elrond, c'est Elrond. Ça se passe très bien, il apprend juste que le mithril existe. Ça n'avance pas plus que ça, mais les scènes sont intéressantes. Il y a plus une moralité, en final, entre l'amour entre un père et un fils. Au final, c'est juste ça. Et l'amitié aussi, hein, donc on n'est pas de secret entre amis et tout. Et puis arrondir, pour l'instant, en fait, c'est l'histoire qui nous permet de suivre un peu l'avancée de les forces du mal. C'est vraiment sur cette histoire-là qu'on voit vraiment l'avancée.
concrètement, visuellement, on le voit que dans l'histoire de Arondir et Bronwyn. Chez les autres, on sait qu'il y a une avancée de mal, mais on ne le voit pas. Mais Arondir, on voit bien comment ça commence à bien se développer. On voit qu'Adar, il a du pouvoir, il est intelligent, il y a quelque chose. Donc voilà, c'est finalement bilan, épisode sympa. Moi je trouve que le côté Tarmiriel qui prend ses décisions, c'est que je le répète, c'est la partie la plus intéressante de tout l'épisode. Après, il y a aussi beaucoup de remplissage. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé la critique. N'hésitez pas à mettre des commentaires, soit des questions, soit des choses que je peut-être loupées. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien à la vidéo et la chaîne. Et puis vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos et bien évidemment vous abonner. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.